Bonjour et bienvenue dans ce nouveau JMT. Pour cette 16e édition, je me suis rendu au Mondial de l'Auto de Paris pour aller au contact des nouveautés. Il serait bien trop long de vous présenter tout ce qui était présent sur l'événement. Je vais donc vous présenter les modèles et stands marquants selon moi pour cette édition 2024 du Mondial parisien. Et parfois dans le bon comme dans le mauvais sens. Allez, c'est parti pour une visite non exhaustive du Mondial de l'Auto de Paris 2024, comme je l'ai vécu. Pour ce rapide tour d'horizon, je vais procéder en fonction de notre progression dans le salon. N'y voyez aucun classement ou ordre d'importance. Je vous mets également un chapitrage pour que vous puissiez voir et revoir les marques qui vous intéressent. Avant de lancer les sujets de ce salon, je tiens à remercier Mathieu Petrovic qui a fait une partie des images de cette édition. Tout seul, vu l'affluence, il m'aurait été impossible d'en faire autant ou d'avoir tous les angles de vue que je voulais. Un grand merci à lui. Ceci étant dit, il est temps de se lancer dans la revue. THK, vous connaissez? Moi, je n'en avais jamais entendu parler, et pour cause. Ce n'est pas un constructeur automobile, mais un équipementier. Entreprise japonaise, THK a fait appel à un ancien designer de chez Nissan, Shiro Nakamura, pour réaliser le prototype LSR 05 que vous avez sous les yeux. Démonstrateur technologique de THK, la voiture se présente sous la forme d'une grande berline 4 portes plutôt réussie. En tant que démonstrateur, l'auto est hyper moderne, avec des ouvrants et des sièges entièrement asservis, mais intègre également une suspension pilotée maison, des commandes électriques pour la direction et le freinage, en plus de moteurs conçus en interne. La voiture est bien entendu connectée et présente un infotainment complet, qui n'est pas sans rappeler celui de l'Afila, la voiture Sony. Vitrine de l'entreprise, elle ne peut renier son identité nippone avec un intérieur très léché et un recours à des matériaux nobles. On en vient à regretter qu'elle ne soit jamais commercialisée. Au pays de Mao, les marques automobiles sont légion. Mais si ça ne suffisait pas, les géants de l'électronique grand public s'en mêlent aussi. Skyworth est l'émanation automobile du groupe du même nom bien connu en Chine pour ses téléviseurs et autres produits audiovisuels. Déjà présent sur son marché interne depuis 2020 sous la marque Skywell, le groupe s'ouvre désormais à l'Europe. Pour son entrée sur le marché français, Skyworth présente la K, SUV familiale électrique plutôt conventionnelle. Dotée d'un moteur synchrone à aimant permanent de 150 kW entraînant les roues avant, c'est sur un marché de bon père de famille que se positionne l'auto. Dotée de 86 kWh de batterie, elle prétend à une autonomie de 489 km. Sa fiche technique parle de chimie LFP en batterie LAM, ce qui laisse à penser que ce serait la cellule BYD Blade qui serait dans le pack, ou au moins un de ses équivalents. Très conventionnel et doté de performances aussi bien dynamiques qu'en recharge assez moyenne pour une auto de cette gamme, ses prix sont contenus avec un prix de base de 40 000 €. Ça reste cher tout de même. L'approche de Skyworth fait un peu penser à l'entrée de MG sur notre marché en 2019 avec la ZSEV. Les autres modèles de la gamme semblent aussi être en droite ligne du britannico-chinois. La Skyworth Q, présente également sur le stand au mondial, semble taillée pour cela et a de bons atouts pour être compétitive. Propulsion comme la MG, elle intègre une batterie dont la capacité peut aller de 65 à 80 kWh dans une carrosserie plutôt consensuelle, mais qui plaira à beaucoup de monde. L'intérieur est simple et de bonne facture. D'ailleurs, sur ce point, la facture, Skyworth pourrait frapper fort, très fort. Elle est annoncée en France à un prix inférieur à 30 000 €, ce qui la place extrêmement bien face aux propositions européennes. De l'autre côté de la gamme, le chinois présente une belle berline haut de gamme, la Y. Aussi appelée Skydome sur le site français du constructeur, cette auto entre dans une toute autre catégorie. Visuellement très travaillée, l'auto est magnifiquement réalisée. Intérieur et extérieur sont d'une qualité irréprochable, ce qui souligne encore le design abouti et enthousiasmant. Intérieur connecté Cocoon, porte antagoniste et matériaux luxueux, la Skydome fait envie. Être passager à son bord ne sera pas ennuyeux grâce aux écrans placés à l'arrière des sièges avant, mais aussi à celui qui se déploie devant vous et qui a la largeur de l'auto. C'est un véritable home cinéma roulant. On n'en entendait pas moins d'un fabricant d'audiovisuel.
Enfin, Skyworth n'a pas oublié les professionnels avec la présence de la camionnette électrique Hongtu, dont le design change de ce qu'on voit d'habitude. Sincèrement, si ce constructeur réussit son entrée sur le marché européen, il est une des propositions chinoises les plus intéressantes de ce mondial 2024. À suivre de très très près. Autre constructeur chinois présent cette année, GAC Motor n'est plus tout à fait un inconnu depuis quelque temps. Ayant décidé de faire son entrée dans notre pays en 2025, le chinois nous présentait deux gammes sur son stand. La première n'est pas destinée à être commercialisée chez nous, mais représente le savoir-faire de la marque. L'Hypetech HT est un SUV familial dont l'inspiration stylistique ne vous est probablement pas inconnue. Autre modèle présent cette fois-ci sur le stand du Crédit Agricole, la banque française qui sera la captive financière du constructeur, la SSR, supercar ébouriffante de plus de 1200 chevaux. Enfin, GAC présentait des autos hybrides et électriques dont le surprenant E9, doté d'une dentition à faire pâlir Jeremy Clarkson lorsqu'il n'est pas content. Tous ces modèles sont anecdotiques pour nous, mais c'est une autre marque du groupe qui doit être commercialisée en France, Aion. L'Aion 5 se présente encore une fois sous la forme d'un SUV familial au design, cette fois plus inspiré des productions Kia. Niveau technique, on retrouve un moteur entraînant les roues avant avec des puissances tout juste au-dessus de 150 kW. Pouvant être doté de batteries LFP de 62, 75 et 90 kWh, les autonomies annoncées sont relativement moyennes, tout comme la vitesse de charge. On précise toutefois que la tension de service reste en 400 volts, contrairement à d'autres chinois, ce qui augure une meilleure adaptation aux réseaux de charge les plus répandus en Europe. Pour ce salon, Aion présentait également une plus petite auto, l'Aion Y. Celle-ci viendra jouer dans la cour des Kia EV3 et autres Volvo EX30. Reste qu'on n'a pas encore les tarifs définitifs de ces autos, pas plus que la date de commercialisation. On verra ce que cela donne très bientôt, je pense. Si Xiaomi et Skyworth ont décidé de se lancer dans le grand bain de la voiture connectée, il est un acteur qui préfère jouer le jeu des partenariats. Huawei a en effet pris la décision de s'associer à Changan Motor et CATL pour créer une voiture, l'Avatar 12. Il fallait avoir l'œil pour trouver cette machine sur le Mondial de Paris 2024, tant elle n'est pas mise en valeur. Elle est installée sur le stand d'un bureau d'études américain spécialisé dans le benchmarking. Caresoft est donc un concurrent de Munro Associates. L'auto n'était pas sous les feux de la rampe comme les autres et je trouve que c'est bien dommage. Grande berline sportive, l'Avatar 12 est belle, même si elle semble un peu lourde de l'arrière-train de prime abord. Bien proportionnée, elle est plus sobre que la majorité des productions chinoises. Dotée d'une batterie de nouvelle génération CATL, elle revendique près de 600 km d'autonomie dans sa version propulsion de 313 chevaux et 520 pour la version 4 roues motrices de 578 chevaux. Le tout avec un pack d'une capacité d'un peu plus de 93 kWh. Nous n'avons pas pu voir son intérieur, mais il est plus sobre que la majorité des modèles vus sur ce salon et plus en accord avec les goûts européens. C'est peut-être dû à l'implication de NIO dans la coentreprise, mais aussi à une volonté de concurrencer les productions allemandes comme le Porsche Taycan ou l'Audi e-tron GT. Si le constructeur espère commercialiser son auto dans le monde entier, on n'a pas encore d'informations concernant son prix potentiel en Europe. Reste qu'elle était l'une des plus intéressantes propositions chinoises qu'on ait vues sur ce salon. Quittons un peu la Chine pour nous rendre maintenant aux États-Unis avec le stand Tesla. Enfin, c'est une expo, parce que stand, c'est bien grand mot. Le constructeur américain présentait sa gamme complète, Cybertruck compris, directement sur le béton du hall d'exposition. À part la présence d'un Optimus dans une cage de verre, le constructeur a misé sur la sobriété, voire l'austérité. Si le triangle d'inox a été très attirant, c'est du côté du discret modèle Y qu'il fallait chercher la nouveauté. En effet, depuis quelques jours, le SUV familial le plus vendu au monde se dote d'une version long range dual motor à 7 places. Bien que très limité en raison de l'espace disponible, un enfant de petite taille ou dans un siège auto trouvera sa place. Du moment qu'on n'a pas besoin de mettre des adultes sur le siège du second rang. En effet, pour loger une personne de petite taille à l'arrière, il faudra avancer le second rang et donc limiter la place aux jambes pour les occupants de celui-ci. On ne peut donc pas qualifier ce modèle Y de 7 places, mais plutôt d'un 5+2 pour des trajets courts et occasionnels. Pas de quoi traverser la France avec le club de basket du coin.
On reste aux États-Unis avec l'une des marques iconiques du géant américain GM. C'est en effet par la marque Cadillac que General Motors souhaite faire son retour en Europe. Sur le stand, on trouvait la Lyriq déjà connue, mais aussi un nouveau modèle plus compact, l'Optiq. SUV de la gamme des Tesla Model Y, encore, la nouvelle Cadillac est immédiatement identifiable par son design totalement repris de la Lyriq. Avec 300 chevaux et une batterie de 85 kWh fournie par CATL, la voiture ne sera pas une vraie Cadillac, puisque produite par SAIC en Chine. Ah, c'est sûr que là, le mythe en prend un coup. Cela posera probablement un souci pour la commercialisation de l'auto en Europe, mais aussi aux États-Unis, où les produits chinois sont dans le viseur de l'administration actuelle, mais aussi de la future, quel que soit le gagnant des élections du 4 novembre prochain. Cela n'empêche pas GM de présenter une déclinaison plus baroudeuse de l'auto sous le nom d'Arctic. Présentée à Paris, elle dispose de roues plus adaptées au tout-terrain et de suspensions rehaussées. Voilà qui est étrange pour une auto luxueuse comme une Cadillac et ne correspond pas vraiment à l'image qu'on a de la marque. Allez, on retourne en Chine avec le constructeur le plus caricatural présent sur ce salon. Hongqi est une marque de luxe qui fournit les dignitaires chinois. Et franchement, ça se voit. Entre la berline Guoya, qui est l'archétype de ce que l'Européen imagine comme une voiture d'État en Chine, et l'énorme monospace IHS9 qui fait penser à la version statutaire d'un minibus, pas facile de ne pas sourire en entrant sur ce stand. Hongqi avait par contre amené une auto qui détonnait dans cet univers kitsch, le H7. Toujours très typé, la voiture fait penser à une proposition acceptable pour les jeunes cadres dynamiques du parti. Niveau technique, Hongqi avait apporté un châssis de démonstration avec 4 moteurs roues et une direction aux angles improbables. De quoi rendre les limousines officielles plus agiles et plus faciles à garer. En tout cas, cela ne semble pas être une proposition viable pour le véhicule de Monsieur Tout-le-Monde. On peut se poser la question de la présence de ce constructeur sur le mondial de Paris 2024, tant il tend à renforcer une image populaire négative de la Chine en France, en mettant en avant le luxe réservé à une élite politique. Heureusement, Hongqi n'a pas du tout l'ambition de s'installer dans notre pays. Pour le prochain stand, c'est encore une nouvelle marque que nous allons découvrir, Aeto. Bien que cette nouvelle marque chinoise nous soit inconnue, le véhicule qu'il présente, l'Aeto 5, n'est pas tout à fait une nouveauté. En effet, elle est un simple repoudrage de la CRS SF5 dont j'avais parlé lors d'un essai il y a plusieurs années déjà. Conçue encore une fois avec Huawei, la voiture est un SUV familial moyen. Encore. Ce qui est notable dans cette Aeto, c'est son châssis qui fait appel à de grandes pièces moulées en aluminium. On retrouve un peu l'architecture des Z-Ways U5. On n'en est pas encore au gigacasting version Tesla, mais c'est une belle réalisation tout de même. Le constructeur présentait également les Aeto 7 et 9 dotés d'optiques avant à LED dont la signature lumineuse permet d'afficher des messages. Si la volonté du constructeur est bien de s'implanter en Europe, ce n'est pas encore certain et on n'a pas de précision quant au prix ou aux moyens de commercialisation pressentis. Reste que ce sera à surveiller puisque le constructeur dispose de la même gamme en hybride rechargeable et actuellement très lucrative pour les constructeurs européens qui risquent de subir une sacrée concurrence chinoise sur le marché qui leur rapporte le plus d'argent. Allez, on continue avec les Chinois décidément très présents cette année. Forthing est une marque de Dongfeng. Pour ceux qui ne connaissent pas, Dongfeng est à la fois constructeur automobile mais aussi fabricant pour d'autres marques comme Stellantis ou Dacia. La Spring est par exemple une de leurs œuvres. C'est désormais sous une de ses propres marques que le Chinois arrive au salon. Présent avec sa berline S7 qui ressemble à presque toutes les autres berlines chinoises, avec le F9 aux dents à la Jeremy Clarkson et avec un énième SUV familial moyen très anonyme parmi les autres modèles du genre de ce salon, le Friday. Dongfeng ne fait clairement pas dans l'originalité. Techniquement non plus, la marque ne se démarque pas avec une technologie innovante. On est juste face à un assemblage de pièces prises sur l'étagère dans un enrobage sans saveur. Déjà présente en Allemagne et en Italie, la France semble faire de l'œil à Forthing, et ce sont les tarifs qui décideront ou non du succès de la marque. Avec des prix de 30 à 40 000 € pour la S7
Et un peu plus de 40 000 également pour le Friday, c'est un peu élevé pour les prestations en retrait de ces produits au niveau de l'autonomie, de la recharge et du dynamisme. Cela concurrencera bien les constructeurs européens bien plus chers, mais pas Tesla ou les Chinois les mieux pourvus. À suivre donc, mais un petit peu de loin. Il est temps de revenir en France pour la star toute catégorie de ce salon 2024, la Renault 4 e-Tech. Il nous a fallu jouer des coudres pour nous approcher de la voiture, mais cela valait vraiment le coup. Très léché question style, elle n'est pas en retrait du point de vue de la praticité ou de la qualité de fabrication. La voiture attire énormément de sympathie et je dois dire que c'est mérité. Son espace intérieur est plus vaste que dans la R5 et le coffre au seuil de chargement très bas est très bien pensé. J'étais un peu sceptique sur la différenciation avec la R5, dont elle partage la mécanique et la plateforme. Mais non, ça a vraiment du sens. Intercalée entre la Mégane et la R5, cette 4L revisitée va ravir beaucoup de monde. Les familles pour l'espace, les personnes plus âgées pour la facilité d'accès de ses portes hautes, et les baroudeurs pour sa garde au sol plus importante. Au final, j'ai hâte de pouvoir l'essayer, tout comme la R5. Cela fera de belles vidéos bientôt, croyez-moi. Au-delà de la nouveauté R4, la Renault 5 a attiré énormément de monde, comme la magnifique R17 Resto Mode présentée dans une alcôve du stand. Beaucoup de gens s'arrêtaient aussi devant le concept de la Twingo placée un peu en hauteur, aux côtés de la R4 Flower Power. Elle donne l'impression d'être énorme, mais je pense que c'est en raison de sa position surélevée. Une fois produite en série, elle devrait être plus menue que la R5, mais avec des fonctionnalités pratiques intéressantes. Le concept car hybride hydrogène attirait aussi, mais moins que le reste des modèles présentés. Dans la partie professionnelle, si l'estafette revisitée n'était guère orientée nostalgie comme son nom le laissait supposer, son esthétique est meilleure en vrai qu'en photo, et le côté pratique lui donne tout son sens. J'espère que cela débouchera sur un modèle de série. On ne peut parler de Renault sans évoquer Alpine, et là encore, c'était la ruée sur le stand. A110 et autres concepts attiraient le regard, mais c'est surtout les A290 qui trustaient le plus d'attention. Un peu bodybuildé, la petite 5 portes a tout pour plaire, et revisite tous les codes d'origine de la marque. Reste à voir ce qu'elle a dans le ventre. Niveau concept, la berline A390 Beta est saisissante. Certes un peu étrange sous certains angles, on ne peut que saluer l'originalité stylistique des équipes alpines. Face avant et arrière sont très originales, même si un peu outrancière à mon goût, ça reste un concept, elle s'intègre dans une ligne qui ressemble à l'A110, mais sous la forme d'une berline. On verra ce que ça donnera en série. Paris est historiquement un haut lieu de l'hydrogène, mais cette année, c'est plutôt le désert total. À part Renault qui présentait 3 concepts, le précieux gaz le plus présent dans l'espace a fait profil bas. En effet, les constructeurs emblématiques de cette énergie, à savoir Toyota et Hyundai, n'étaient pas présents. C'est au fond du hall 4 que j'ai découvert 2 pauvres Mirailles et un minibus Citroën, avec une pauvre dame qui devait trouver le temps très long. Ça, c'est ce qu'on appelle prendre un sacré vent de l'espace. Pour finir ce tour d'horizon, parlons un peu de mobilité légère. L'autopartage, c'est bien souvent contraignant, car il faut rejoindre son point de départ pour rendre sa location. Un petit constructeur en devenir pense avoir trouvé la solution. La Kiwi est une petite 2 places conduisible sans permis. Elle n'a rien d'extravagant dans sa technologie, mais elle est sacrément ingénieuse. La Kiwi a la particularité de pouvoir s'emboîter avec plusieurs autres Kiwi, et donc d'être convoyée d'un point à un autre sous forme d'une chenille. Jusqu'à 10 autos peuvent ainsi rouler à la queue leu-leu avec un seul conducteur. L'arrière de la Kiwi se glisse dans l'avant de la suivante, et le conducteur de la première contrôle toutes les autres. Grâce à cela, toutes accélèrent ou freinent et tournent en même temps, tout en étant attelées les unes aux autres. C'est un peu comme mener une chenille de caddie de supermarché pour les mettre aux emplacements où les clients en ont besoin. Pour la recharge, c'est également pareil. Une seule borne peut recharger les 10 Kiwi en même temps. Et ça, c'est très ingénieux. On gagne de la place et de l'adaptabilité à la demande. Avec 70 km d'autonomie et une vitesse de pointe de 45 km/h, pas de quoi partir en vacances. Mais ce n'est pas le but de la Kiwi. Elle est conçue pour remplacer les transports en commun là où ils ne sont pas présents.
La Kiwi pourra desservir par exemple des zones industrielles ou commerciales, des centres d'affaires ou des zones résidentielles situées à quelques kilomètres d'une gare ou d'un aéroport. Pour que le système fonctionne, l'application permettra de réserver son véhicule et l'IA de gestion pourra prévoir le nombre d'autos nécessaires à chaque station. S'il y a une demande exceptionnelle, l'opérateur pourra rapidement déplacer des autos grâce au système de couplage. Voilà une excellente idée que j'ai hâte de voir en fonction. Et si j'en ai l'occasion, j'irai fureter un petit peu chez Kiwi pour voir où ils en sont. Donc pensez à vous abonner. Stellantis a présenté une Alfa Romeo qui est la Junior. C'est une version recarrossée de la 208 et très sincèrement, elle m'a étonné. Elle m'a étonné par son look, parce qu'il est plutôt joli, mais aussi par son prix. Regardez ça. Combien? Du coup, j'ai vraiment peur de vous présenter la voiture la moins bonne en rapport prix-prestation de tout le salon. En tout cas, selon moi. Hein. Non, mais non, je ne vais pas crier. Ouais, vrai, je peux y aller. Combien? Bon, bah, j'aurais pas dû finalement. Eh oui, aujourd'hui, une Golf GTE, eh bien, vous la touchez au prix d'un modèle Y Performance ou d'une bonne, très bonne voiture électrique. Comme quoi, quand on me disait que la R5 électrique était chère, eh ben, finalement, je trouve pas. D'ailleurs, on en reparlera lors d'un essai et je vous ferai les calculs pour vous montrer que finalement, il y a peut-être une contre-vérité. Mais ça, il faudra attendre l'essai de la voiture. Ma conclusion sur la visite du Mondial de l'Auto de Paris de 2024 est plutôt mitigée. Parce que oui, je trouve qu'il y avait en effet pas tant de choses que cela, surtout en raison de l'absence de constructeurs marquants. Volvo, Toyota, Honda, Mazda, Suzuki, Hyundai, Mercedes, DS ou Cupra n'étaient pas là. Et c'est franchement dommage. Si les Chinois n'avaient pas été là, très sincèrement, on aurait pu tout réunir sous une tente. Autre chose qu'on a pu remarquer au salon, c'est la différence entre ceux qui ont compris les choses et les autres. Prenez par exemple Aito. Aito, ok, personne connaît, c'est la base CRS et son châssis en aluminium avec des pièces injectées pour réduire les coûts. Et vous comparez à Leapmotor aujourd'hui qui fabrique sa cellule exactement de la même manière qu'on fabriquait les voitures il y a 30 ans. Et c'est là que je voulais en venir, c'est que même en Chine, on a les gens qui font le job et ceux qui ne le font pas. Et ça, c'est exactement comme en Europe. Bien entendu, j'ai pas pu vous parler de tout ce qui était présent, sinon la vidéo durerait 2 heures et serait surtout sortie trop tard, parce que il m'a fallu faire cette vidéo très rapidement. J'ai dû certes sélectionner pour les sujets où il me fallait faire un peu de recherche derrière, mais voici un diaporama avec les voitures marquantes, aussi bien anciennes que récentes, que nous avons vues.
Voilà, cette édition est terminée, mais je voulais encore vous dire une chose avant de partir. Mercredi, je ne pourrai pas faire de vidéo parce que il va y avoir beaucoup de travail pour avancer sur le studio du Choucroute Garage qui est désormais isolé. Donc je vais pouvoir reprendre un peu le travail. J'ai aussi des réparations à faire à la maison qui malheureusement ne peuvent pas attendre. On a eu un petit souci et donc il n'y aura pas de vidéo mercredi. Veuillez m'en excuser. Je vais me concentrer sur le journal pour vous faire quelque chose de sympa pour dimanche prochain. Et si j'ai le temps, je vous ferai l'un ou l'autre short sur 2 ou 3 actus qui peuvent être intéressantes. D'ailleurs, à ce sujet-là, on va reparler des shorts, on va reparler des lives bientôt, on va reparler d'une nouvelle programmation au Choucroute Garage et ce qui arrivera en fait pour l'année 2025 qui va changer un petit peu la donne et changer des petites choses au niveau de la chaîne. Mais vous verrez, je pense que ça vous plaira. Allez, trêve de discussion, je vous souhaite encore une bonne fin de dimanche. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.